Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria. 13h39, merci beaucoup d'être avec nous avec une petite pause, mais nos programmes ne se sont pas arrêtés pour autant. On est ravis d'être avec vous pour ce 81e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Alors là, je vais vous dire, carton plein, c'est blindé de monde. Donc effectivement, ça démontre une chose, c'est qu'on avait tous envie de nous revoir, et de nous revoir physiquement, parce que voilà, les calls, les visios, on en a un peu marre. En même temps, c'est très humain, on avait tous envie de nous recroiser. Alors, un professionnel de l'immobilier, de la construction de la ville est avec nous sur le plateau, en particulier pour la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il préside la région Nouvelle-Aquitaine pour Procivis. Franck Valtou est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Alors, première sensation quand vous arrivez sur le congrès, là, un congrès que, voilà, après 2 ans et un confinement dont on a cru pratiquement ne pas voir la fin. Comment ça vous avez occupé comme ça, spontanément, humainement ? Moi je suis ravi. Vous avez revu pas mal de gens là. J'ai revu pas mal de gens que je n'avais pas vu depuis un petit moment. Et puis ça montre un peu la vitalité du secteur. Je pense que tout le monde effectivement semble ravi de participer, y compris le Premier ministre ce matin, si j'ai bien compris. Qui était là, d'ailleurs, sur le stand de Procivis, parce que notre plateau, mesdames et messieurs, est sur le stand de Procivis. Alors justement, des annonces ont été faites, avec le fameux rapport Rebsamen dont on a beaucoup parlé, mais aussi d'une rentrée, on va dire, législative, entre guillemets, fournie. Adoption de la loi 4D, adoption de la loi climat-résilience, beaucoup de bouleversements. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Vous connaissez bien la Nouvelle-Aquitaine, c'est votre bassin, c'est votre région. Est-ce que les chiffres de la construction neuve sont toujours aussi mauvais en région ? Alors, parce que ça a plongé dans le rouge vif. Ouais. Il y avait très peu de permis qui sortaient. Alors, bien sûr, on fait la relation avec les nouvelles mandatures, les nouvelles équipes municipales et de la métropole. Est-ce que, voilà, pouvez-vous nous faire un état des lieux ? Il y a eu un petit coup d'arrêt, effectivement, parce qu'il n'y a pas ici, comme dans beaucoup d'endroits, des bascules politiques qui ont mis peut-être un petit peu de temps à se mettre en place. Un petit coup d'arrêt ? Un petit coup d'arrêt. Vous êtes généreux. Je reste aimable et sympathique. Mais effectivement, donc ça a posé un certain nombre de questions. Ça a posé la question à la fois de la façon dont on allait aménager et construire, et puis la façon dont peut-être le nouveau projet politique allait s'organiser. Donc il y a eu ça, et la crise évidemment passant par là, plus globalement, ça a mis un coup d'arrêt sur la construction neuve. Nous, on est assez optimistes en Nouvelle-Aquitaine parce qu'on est sur un territoire qui est extrêmement dynamique, qui est extrêmement attractif. Donc on a malgré tout des perspectives qui ne sont pas si inquiétantes que ça. Au contraire, on est même en train de... La démographie est toujours aussi positive ? La démographie est positive, la démocratie aussi, j'espère. Mais oui, donc c'est assez positif. Et puis on a toujours un besoin, une envie de s'installer, donc de s'installer sur notre territoire, pas seulement dans la métropole de Bordeaux, qui a été là très 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 attractive ces dernières années, mais plus globalement sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc on voit réapparaître de l'attractivité sur des territoires qui n'en avaient pas. Alors justement, attractivité territoriale, c'est une attractivité d'abord économique, mais pas que. Pour que ce soit économique, il faut qu'il y ait une offre de logement. Le problème de cette dualité parfois entre l'emploi et le logement, c'est un vrai souci. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Nouvelle-Aquitaine, avec à la fois les équipes municipales, les élus locaux, mais aussi les acteurs de la ville, on essaye de polycentraliser, je prends un terme un peu à la mode, mais d'essayer de faire en sorte que la ville soit plutôt à un quart d'heure qu'à 1 heure de route, quoi. Ouais. Alors, l'attractivité économique... elle est toujours aussi forte ? Elle est forte, mais ce que l'on observe aussi, c'est que l'attractivité se déplace avec l'économie. C'est que les gens se déplacent avec leurs emplois. Dans notre territoire, qui est économiquement pas forcément un des territoires les plus dynamiques de France, mais qui malgré tout est attractif pour des raisons de bien-être, de bon vivre, etc. Vous parlez de télétravail, là, clairement. Oui, le télétravail, ou de petites entreprises qui viennent s'installer sur le territoire, ou effectivement de gens qui organisent leur temps entre Paris pour des choses clairement et notre territoire. Bon. Donc il y a pas mal de nouvelles approches du travail qui trouvent d'une certaine façon une bonne façon de s'installer sur notre territoire qui offre une qualité de vie assez agréable.
Est-ce que, justement, on va prendre les problématiques, si on devait aujourd'hui, vous savez qu'il y a les expérimentations aujourd'hui d'encadrement des loyers, que la loi 4D a fait une très large place au logement, hein, comme vous le savez, avec la loi climat et résilience. Bien évidemment, on comprend bien les impacts climatiques que peut avoir la construction sur le carbone. Mais enfin, est-ce qu'aujourd'hui, cette région va permettre justement d'absorber ce flux justement à la fois migratoire, parce qu'on a une démographie positive. C'est vrai que le raccordement de la ligne à grande vitesse aux grandes dames de Jean-Luc Moudin à Toulouse, qui Ça dit viendra, ça viendra. on nous a oubliés à Toulouse, mais quelque part, Pour l'instant. on espère que ça viendra. On espère que ça viendra. Il y a une chose que j'avais vue il n'y a pas très longtemps sur un truc, une association anti-parisien faite par des Bordelais. En disant que les Parisiens avaient fait flamber les prix, que les Bordelais ne pouvaient plus se loger dans Bordeaux. C'est vrai ça C'est un discours qu'on entend partout. Vous savez, moi, avant d'être à Bordeaux, j'étais aux Pays-Bas. Je ne suis pas bordelais, moi, donc j'en parle assez librement. J'étais aux Pays-Bas. Bon, aux Pays-Bas, j'entendais pour d'autres raisons ce type de revendication. Bon, à Bordeaux, oui, effectivement, les prix sont montés puisque l'attractivité de Bordeaux a fait venir pas mal de Parisiens. La LGV à 2 heures, effectivement, a facilité ce qu'on évoquait, l'emploi à distance, etc. Oui. Bon, voilà. Bon, ceci étant, il y a Bordeaux et puis le reste de la région. C'est-à-dire qu'il faut aussi regarder ce qui se passe en dehors de la métropole. Moi, je suis très attentif à la façon dont, je vous disais, des territoires qui étaient abandonnés ou qui avaient assez peu d'intérêt ou qui peut-être avaient perdu pendant quelques décennies de l'intérêt, sont en train d'en retrouver, ce que je pourrais appeler les villes satellites. Même par exemple on a vu Libourne, qui est une ville qui est en train de complètement exploser. Enfin, c'est une ville vrai que Libourne était une belle endormie. Exactement, c'était le Bordeaux d'il y a 20 ans. Donc effectivement, Libourne n'intéressait plus personne, présence militaire, etc. Bon, on s'était assez peu préoccupé de savoir ce que ça pouvait devenir. C'est en train de devenir une ville très attractive, et pour cause. Bon, il y en a d'autres, il y a d'autres territoires peut-être même plus ruraux. Moi, je travaille beaucoup avec je vous disais, avec la proximité des élus locaux et sur des territoires qui sont à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de Bordeaux, des territoires qui sont en train de trouver une attractivité, de découvrir une attractivité avec des demandes d'implantation. De logement, bien sûr, avec toujours le risque de tomber dans le seul pendulaire métropole et territoire périphérique, mais aussi des gens qui souhaitent venir s'implanter, travailler. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'autre chose que d'être à 1 heure d'un aéroport ou d'une gare TGV. Donc, c'est clair. Voilà. C'est clair. Quand on est d'un côté de Bordeaux, on est finalement peut-être parfois à 1 heure de l'autre côté où il y a la gare. Donc, Alors vous présidez donc, sur le réseau Procivis, donc la Nouvelle-Aquitaine. Donc on sous-entend bien la totalité de la Nouvelle-Aquitaine. Alors il y a 3 sociétés Procivis sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Avec lesquels on travaille en grande collaboration. Donc Procivis Nouvelle-Aquitaine est à Bordeaux et on travaille en collaboration avec la société Aquitaine Sud, Procivis Aquitaine Sud, et Poitou-Charentes qui a une implantation aussi à Poitiers. Mais on est dans une collaboration, si je puis dire. Enfin, en tout cas, C'est quoi le cœur de votre activité ici dans la région ? Alors, Procivis, tout d'abord, il faut le rappeler, c'est l'accession sociale à la propriété. Bon, c'est vraiment c'est l'ADN du groupe. Donc ça, c'est véritablement ce qui nous anime le plus. Bon. C'est aussi ce qu'on appelle les missions sociales, donc effectivement la facilitation de l'amélioration de l'habitat, des consommations énergétiques, de la transformation de l'habitat au handicap, etc. Bon, on travaille aussi beaucoup sur des logiques d'amélioration des copropriétés dégradées. Bon, donc ça c'est tout le travail de mission sociale qui nous est confié par l'État au travers d'une convention qui nous occupe beaucoup. C'est un chiffre que j'aimerais citer parce que j'ai la faiblesse de penser qu'on est certainement des acteurs en Nouvelle-Aquitaine qui intervient le plus massivement sur ces problématiques de mission sociale et d'amélioration de l'habitat. Depuis 2008, nous aurons distribué 70 millions d'euros, à peu près 7000 familles, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine pour l'amélioration de l'habitat, je vous disais. Sous quelle forme ? Ce sont souvent des préfinancements de subventions, des prêts à taux zéro. Vous savez, c'est le petit truc qui permet de déclencher tout le reste. Bien. Et ça, je pense que c'est un peu ce qui caractérise notre action. C'est qu'il existe des dispositifs très nombreux. Mais comme souvent en France, quand il manque le petit déclencheur, tous ces beaux dispositifs ont du mal à se mettre en route. Et notre rôle, c'est un peu justement de faciliter ça et de faire en sorte que ça se déclenche parce qu'on préfinance des subventions que les propriétaires n'ont pas les moyens de préfinancer, parce qu'on fait le petit prêt relais qui permet à taux zéro de faciliter les choses. Bon, donc ça, c'est effectivement notre ADN. Et sur l'accession sociale, vous utilisez quel type de module ? Le PSLA PSLA, ouais, le PSLA, bien sûr. Ouais. Et puis là, on a le plaisir d'avoir cette année créé notre propre OFS. Voilà, donc, alors OFS, donc Office Foncier Solidaire. Pardon, ouais. Question,
Vous allez pratiquer du BRS? Oui. Donc vous y croyez? Ah Je ouais. pose la question. Vous y croyez à la séparation du bâti et du foncier? Alors, Donc on ouais. peut passer, je caricaturais, j'aimerais avoir votre avis. Ouais. Est-ce que nous ne basculons-nous pas vers ce qu'on pourrait appeler un droit de la propriété à la romaine, française, vers un droit amphithéotique d'usage? Voilà. Alors, regardez, je vous cite un exemple. Quand on habite dans un logement collectif, dans un immeuble, on en habite un appartement, est-ce qu'il est vraiment essentiel de savoir que l'on est propriétaire de la part de foncier de la copropriété dans laquelle on est? On serait plutôt propriétaire d'un cube d'air, plutôt en hauteur. Bon, voilà, donc quelque finalement, c'est pas si heurtant que ça, je pense. Et puis sur la valorisation, un peu quand même. Sur la valorisation, vous pouvez valoriser. Alors évidemment, effectivement, les choses sont encadrées, mais en même temps, lorsque vous êtes acquéreur d'un logement qui se fait sous forme de BRS, on est en train de sortir notre première expérience en Nouvelle-Aquitaine. On est à 30% inférieur au prix de marché. Ça va sortir. Combien d'unités? Comment? Combien de logements? Alors je crois que c'est une dizaine de logements. Ouais. C'est intéressant. Alors on va suivre ça avec beaucoup de vigilance. Mais pour vous, c'est quoi? C'est une alternative? C'est un des éléments qui permettra de loger par exemple des personnes en centre-ville qui n'ont pas les moyens de payer. Voilà. Je sais pas moi, c'est hyper-centre, c'est quoi? C'est des 7-8 000 euros de mètre carré. Ah oui. Et grâce au BRS, jusqu'à 10 000. Et grâce au BRS, on pourrait, sur les mêmes types d'opérations, ces opérations avec ce type de fonction. Je songe à celle qu'on a inaugurée à Paris sur 23 logements avec Anne Hidalgo. On était à 5 000 euros du mètre. Ouais. Et dans ce quartier-là, ça se vend 12. Voilà. Donc c'est sans appel. Bien sûr. C'est sûr. Alors oui, c'est un des outils disponibles. D'accord. Nous, on a vraiment cette culture. En Nouvelle-Aquitaine, on a une chance, c'est qu'au-delà des missions sociales dont je vous parlais, on a ce qu'on appelle un pôle immobilier. C'est-à-dire qu'on a des filiales qui sont des filiales qui font de l'accession classique, de marché, si je puis dire, sur des maisons individuelles. On fait de la promotion immobilière, on fait des lotissements, on fait de la gestion locative, du syndic, gestion de syndic de copropriété. Donc, on a un peu tous les métiers de l'immobilier. Et notre volonté aux côtés des élus, c'est véritablement d'arriver comme étant un peu le couteau suisse, si on peut dire ça comme ça, le couteau suisse de la politique d'habitat pour répondre à toutes les volontés que les élus souhaitent avoir, ou pour répondre à la politique qu'ils souhaitent mener. En fait, vous avez une vision ensemblière, quoi, quelque oui, part. exactement. Vous voyez pas uniquement un ensemble urbain. Un ensemble urbain, c'est un aménagement, je pense, d'une collectivité, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Du neuf au bâti. Du neuf au bâti. On réfléchit à la réhabilitation de patrimoine ancien. On réfléchit à beaucoup de sujets. On a très envie, si vous voulez, d'avoir ce positionnement de partenaire des élus locaux dans la conduite de leur politique d'aménagement et d'habitat. Alors, de par votre formation et votre métier, vous êtes très proche des élus locaux. Hein, oui. Vous savez leur parler. Quand on est dans... Et parfois, ils m'écoutent en plus. Vu la stratégie que vous entretenez, il vaut mieux vous écouter, hein, ça c'est sûr. Mais question, c'est les élus locaux, aujourd'hui, on en a interrogé beaucoup, nous disent la chose suivante. On a, pour certaines métropoles, certains élus locaux nous disent c'est 30, 40, 50% de dotation en moins. On est littéralement saigné par l'exécutif, par l'État, etc. Et on nous demande de faire plus, avec moins. Et notamment sur la question du logement. Voilà, question du logement. Bon, je cite un maire emblématique parce qu'il est en Ile-de-France, qu'il est vice-président de l'Association des maires d'Ile-de-France, donc il parle aussi avec un miroir qui rassemble quand même 1/5 de la population française. Il s'agit de Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui est vice-président de l'Association des maires d'Ile-de-France, maire de Mennecy. Je cite ces mots. Effectivement, on nous a baissé des dotations qui peuvent monter jusqu'à 40%. La taxe d'habitation, c'est le coup de poignard dans le dos, c'est l'achèvement. Que le soi-disant compensation à l'euro près, etc., c'est bullshit, pour être très clair. Et qu'en plus, on nous demande des trucs. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une inadéquation, je dis bien inadéquation, une espèce d'impuissance, voire même, vous savez, de jeter l'éponge, parce qu'on a vu des maires jeter l'éponge en cours de mandat, arrêter, démissionner, partir. Avec ce qu'on leur demande. Vous, de votre point de vue, alors je ne veux pas vous piéger sur la question politique. Mais ça me va très bien parce que c'est un sujet sur lequel on travaille. Et vous êtes confronté au quotidien de par votre métier de base aussi et vos fonctions politiques.
qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, je vais vous dire, il faut que je précise qu'effectivement, je suis président de Procivis Nouvelle-Aquitaine, mais j'ai aussi un métier à côté de ça. Je suis à la tête d'une société qui conseille les collectivités locales et principalement sur leur stratégie financière. Bon. Donc, donc du coup, c'est... On est dans le cœur de ce qui me préoccupe actuellement. Bon, et je vais vous dire, par rapport à ce que vous venez de dire, si vous voulez, alors je ne suis pas porteur de lobbying politique. D'accord. Donc je ne représente personne. Et pas plus les collectivités locales, les élus locaux, l'Association des maires de France, que l'État ou la DGCL, donc que les choses soient claires. Je suis une espèce rare qui continue à observer les chiffres et qui commente les chiffres sans essayer de les tordre pour essayer de répondre à une cause qui serait celle d'un lobbying divers. Ouais, mais vous savez, les lobbying, il y a différents lobbying en France. Il y a le lobbying privé, tout le monde s'accorde à dire que ça, on n'en veut pas. Et puis il y a le lobbying public dont on s'accommode parfaitement. Bon, donc je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais ce que j'observe par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, il y a eu des baisses de dotation dans les collectivités locales entre 2014 et 2017. C'est avéré. C'est avéré. Okay. L'État a prélevé 30 à 40 milliards d'euros en cumulé sur cette période. Et quand l'État dit qu'on compense à l'euro près, c'est faux. Alors, par contre, ce que vous dites sur la table, enfin, ce que vous répétez effectivement de ce maire qui se plaint de la compensation de la taxe d'habitation, alors là, par contre, c'est un peu faux. C'est un peu faux, c'est-à-dire que la taxe d'habitation, effectivement, elle a disparu pour le contribuable. Sur la résidence principale, mais la recette n'a pas disparu pour les collectivités locales parce qu'elle a été compensée à l'euro près. Donc là, c'est l'expert des finances locales, si vous voulez, qui vous le dit. C'est clair. Je ne suis pas un exemple simple, j'ai 1000 de recettes, voilà. On supprime la taxe d'habitation, j'ai 1000 de recettes par ailleurs. Exactement. Alors, les 1000 de recettes auront changé de nature, c'est-à-dire que pour les communes, ce ne sera plus la taxe d'habitation, ce sera la taxe foncière. D'accord. D'ailleurs, de ce point de vue-là, donc elle augmente la taxe foncière. Une annonce intéressante ce matin. Donc elle augmente, effectivement, elle garde la dynamique. On a le pouvoir de taux comme on l'avait sur la taxe d'habitation. Bon, alors après, on peut dire c'est moins dynamique que ça n'était. Donc avec ce la sont taxe les d'habitation propriétaires qui vont payer la différence. Non, pour eux, c'est totalement indolore. C'est-à-dire que c'est des transferts. On n'a pas augmenté la pression fiscale pour le contribuable. Ça a été des transferts. Pour aller dans le détail, c'est le département qui a transféré sa taxe foncière aux communes. Mais plus globalement, si vous voulez, parce que moi je suis un grand optimiste, alors peut-être un peu naïf, mais certainement d'ailleurs, mais comme les optimistes. Mais je vais vous dire une chose que l'on éclaire avec une étude que je vous laisserai, qui va vous passionner, que nous publions vendredi, que nous présenterons vendredi lors d'une réunion qui réunit un certain nombre d'élus à Bordeaux. C'est que les collectivités locales n'ont jamais eu autant de moyens financiers aujourd'hui. Vous allez vous faire des amis là? Non, je vais me faire beaucoup d'ennemis parce qu'effectivement, c'est un message que personne n'a envie d'entendre. Je l'ai jamais entendu. Oui, alors je vous prie de m'excuser d'avoir prononcé ce message d'optimisme parce que je suis obligé toujours de m'excuser. Non seulement je vous prie de m'excuser de l'avoir prononcé, et en plus je vous laisserai mes preuves parce que évidemment il faut qu'on arrive avec ces preuves quand on dit ce genre de choses. Ah oui. Mais effectivement, les collectivités locales auraient tout à gagner, je pense, à être un tout petit peu plus dans une dynamique d'enthousiasme par rapport à la relance. On parlait de l'habitat, par rapport à l'aménagement de leur territoire. Il y a des moyens. Alors évidemment, je vous parle de chiffres globaux, France entière. N'oublions pas qu'il y a 35 000 communes en France. Donc ce que je dis ne vaut pas pour les 35 000 communes. Mais quand on regarde l'ensemble des 35 000 communes et des intercommunalités et des départements et des régions, on se rend compte que le bilan est très positif, que la situation budgétaire est très très équilibrée et que les réserves budgétaires des collectivités leur permettraient c'est ce qu'on met dans notre étude, d'engager un plan de relance du double de celui de l'État. Alors moi je suis hyper preneur, donc c'est vendredi. Hein. C'est ce vendredi. C'est vendredi, vous êtes le bienvenu. C'est ce vendredi, donc on va prendre les éléments, on va y aller. Je traduis vos propos. Vous êtes en train de nous dire que les élus locaux, que les municipalités, finalement, n'ont pas une période aussi faste. Alors, je vais le dire autrement, c'est que je pense que... Franck, pourquoi elles nous disent le contraire? C'est dogmatique? Je vous ai dit que moi je ne portais aucun lobbying, donc je ne travaille pour aucune association d'élus. Ou aucune... Et pourquoi elles disent qu'on les... Si tel est le cas, et je vous crois absolument, et effectivement, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs avec beaucoup de subtilité, vous ne prenez pas parti, hein, donc c'est très bien d'ailleurs. Je ne fais qu'analyser les chiffres, vous travaillez sur le plan... Oui, mais l'avantage... Oui, absolument, l'avantage des chiffres, c'est que... Alors on dira que je suis trop techno. À la fois c'est imparable, mais en même temps on peut aussi leur faire dire ce qu'on veut. Vous êtes en train de nous dire finalement qu'il y a une embellie budgétaire pour les élus. Alors je vais le dire autrement. Je pense qu'il y a une situation, je vous le disais, budgétaire qui est robuste. Il y a des réserves qui sont abondantes, mais peut-être parce que, à force de se répéter que les prochaines années sont terribles, que l'État se désengage, qu'on n'a plus les moyens de rien, peut-être que finalement on fait un peu de la cagnotte. Hein, et c'est un peu le problème des collectivités locales, c'est que ce climat
ambiant qu'on s'évertue à entretenir en permanence, ce climat anxiogène fait que je pense que les collectivités locales n'utilisent pas la totalité de leur capacité budgétaire. Mais c'est quoi ? C'est un problème de compétence, un problème de savoir, c'est un problème d'être guidé. Je pense que c'est un problème d'ambiance générale. Je vous disais, c'est un problème d'ambiance générale. Et vous voyez le maire que je ne connais pas, donc je ne juge pas, mais qui vous a tenu des propos sur la compensation de la taxe d'habitation qui manifestement n'est pas vraie. Elle est vraie, donc vous pouvez le vérifier, mais effectivement, elle est compensée. Donc je pense qu'on se fait plaisir un peu à ce... Qu'est-ce qu'on dit aux maires de ville qui jettent leur éponge, qui jettent l'éponge en cours de mandat. Ne le faites pas, surtout ne le faites pas. C'est un phénomène sans précédent. Non, mais c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, il faut consulter votre étude avec beaucoup d'attention, parce qu'au-delà des invectives et des dogmes, ou peut-être même des orientations politiques, soyons clairs, on est d'accord là-dessus. Il paraît que ça peut jouer. Il y a quand même des réalités budgétaires qui créent des disparités de municipalité en municipalité, d'élus locaux en élus locaux. Ouais. Ça, on l'a vu. Ouais. On l'a vu réellement. Ouais. On l'a vu sur les infrastructures, on l'a vu sur la façon dont les mairies, les élus, parfois aussi s'endettent et endettent leur ville. Oui, mais non, mais bien sûr. Non, mais après, il y a des comportements de mauvaise gestion, il y a des choix un peu hasardeux. Alors justement, voilà. Bon, moi, je vous parle de façon globale. Donc, j'entends déjà des élus dire, mais attendez, chez moi, c'est pas le cas. Et en général, quand je discute avec un élu, il est toujours pauvre. Hein. Oui. Bon, ça, c'est toujours les prémices de nos discussions commencent toujours par ça. Non, moi, je pense que pour répondre à votre question sur les élus, faut-il qu'ils jettent les ponts ? Surtout pas. C'est-à-dire que il faut qu'on retrouve un peu d'enthousiasme, un peu d'optimisme dans ce monde des collectivités locales, qu'on arrête de regarder l'avenir avec inquiétude, avec tristesse ou avec je ne sais quelle angoisse. Okay. Mais sans déni de réalité, quand même. C'est bien, c'est pas de la méthode Coué, quoi. C'est pas la méthode Coué. On est positif, mais on sans faire de déni de réalité. Exactement. Je suis pas en train de faire le coach. Je suis pas en train de remonter le moral bêtement, mais il y a des moyens. Il y a des moyens. Il faut le lancer. Il faut l'utiliser. Vous parlez de compétences là, Franck. Vous dites, voilà, il faut aussi se doter de compétences d'approche budgétaire et de stratégie budgétaire. Il y a certaines entreprises aujourd'hui, même des start-up qui se sont créées pour ça. Je pense à une que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps qui s'appelle Simco, qui permet en fait, avec des algorithmes très précis, grâce à l'open data, merci l'open data avec Bercy, de calculer pour les élus locaux les orientations budgétaires. Vous savez, le fameux ROB sur lequel ils doivent fournir des orientations. Mais c'est formidable comme outil. Et il y a même certains élus qui hallucinent complet de l'exactitude de ce type d'éléments. Je pense que là, vous avez mis le doigt aussi sur quelque chose qui ne fait pas toujours hyper plaisir à entendre pour certains élus, c'est essayer d'augmenter votre niveau de compétence là-dessus. Alors, non, mais peut-être, critique, je le dirais autrement, encore une fois, je dirais vérifier avant d'affirmer. Tout simplement. C'est vérifier avant d'affirmer. C'est ce que je dis aux élus avec lesquels je travaille. Ouais. Avant d'affirmer que vous n'avez les moyens de... Vérifiez-le. Vous venez à Paris de temps en temps ? Je viens à Paris très régulièrement et quand on m'invite, j'y vais avec plaisir. Alors vous y serez et vous serez sur notre plateau pour parler de ça parce que je trouve ça extrêmement intéressant et j'allais dire c'est presque une ironie du sort pour mettre en adéquation cette réalité chiffrée, sans dogme, sans chapelle, parce que vous l'avez rappelé, exactement. Vous n'avez pas de chapelle. Et je vous ai dit, je vous laisserai mes preuves, je vais vous les laisser tout de suite. Et ça vaut le coup d'en débattre et je trouve qu'on est exactement dans la configuration où il faut débattre de ce genre de choses. Je pense. Avec ce qui se profile à l'horizon. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Mais moi aussi, merci beaucoup. Franck Valtou, je rappelle que vous êtes le président de Procivis et également, je peux citer aussi votre avec plaisir, fonction. N'hésitez pas à faire de la publicité pour moi. Vous êtes directeur général d'une entreprise qui s'appelle Stratégie Locale. Il y a un site internet d'ailleurs, un site internet qui s'appelle www.stratégie-local.fr. Monsieur de Sagazan, on mettra l'adresse du site internet. Merci. Je pense que ça vaut vraiment la peine pour les élus locaux, pour les collectivités territoriales, d'aller voir tout ce qui est conseils, formations et applications diverses. Et le fait aussi que vous soyez engagé pour la création et la fabrique du territoire, moi je trouve ça remarquable. Franck Valtou, surtout, ne changez rien. Merci, on vous souhaite un excellent congrès. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite après, donc en consultant les élus locaux, bien évidemment, mais aussi ceux qui fabriquent le territoire, notamment les bailleurs sociaux. Beaucoup de tables rondes cet après-midi. Je laisserai mon siège tout à l'heure à notre ami Nicolas Tarade, puisque j'anime une conférence tout à l'heure pour le Crédit Agricole Immobilier qui s'appelle « Reconstruire la ville sur elle-même ». C'est vaste programme. À tout de suite. Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.